Merci beaucoup, je suis ravie d'être parmi vous ce soir. Je suis ravie aussi que, à partir du moment où j'ai accepté de venir, le sommet européen s'est mis en place. Zelensky est venu. Il ne me lâche plus, Zelensky, c'est un peu pesant. En fait, je parlais des grosses têtes tout à l'heure parce que, l'air de rien, on est quand même dans un moment où le droit, enfin la liberté d'expression, le droit d'avoir cette élasticité, le droit d'avoir de l'humour, évidemment les caricatures, l'obligation d'être dans des cases, en fait, vous empêcherait d'avoir un ton décalé. Et c'est pour ça qu'avec tout ce que je peux faire, j'étais très heureuse que Laurent Ruquier puisse m'appeler pour les grosses têtes et faire partie de son équipe, parce que c'est une équipe où personne ne se ressemble. Parfois, on peut ne pas être d'accord politiquement avec les personnes, mais en tout cas, on arrive quand même à rire ensemble avec, dans ce patrimoine des chansonniers à la française. C'est important Enfin, j'étais ravie, en tout cas symboliquement, de pouvoir y être, notamment quand on sort des ouvrages comme Racé, où on subit régulièrement des attaques très violentes, alors même qu'on a l'impression de défendre la base, c'est-à-dire l'humanisme, l'universalisme. Ça fait du bien aussi d'avoir des petites respirations avec des collègues sociétaires des grosses têtes, artistes, mais aussi des gens extrêmement cultivés, en fait, et surtout qui militent pour que le rire soit au centre de nos vies. Voilà. Pour répondre à votre question, alors juste pour me présenter, mais bon, me présenter rapidement, donc moi je suis née à Tours en 1976, et mon compagnon qui est au fond de la salle aussi est né à Tours en 1976, ironie du sort. Après, donc je suis née d'une maman qui a été enfant cachée pendant la guerre, elle est née en 1940, cachée dans le Poitou. J'ai eu la chance de connaître mon grand-père qui est revenu des camps d'Auschwitz, voilà, et de mon père sénégambien, donc Sénégal, Gambie, qui a rencontré ma mère donc à Tours dans une librairie. Donc j'ai eu la chance d'être née dans un livre, en fait. Et donc je crois que ça m'a quand même, l'air de rien, je ne pensais pas, mais que ça a déterminé mon envie d'écrire aussi. Et c'est vrai, quand on a une maman libraire et puis un père éperdu de littérature, pardon, à la Senghor, au début, on déteste les livres, c'est-à-dire qu'on ne peut pas voir les livres en peinture parce que vous avez une maman qui n'est jamais à la maison, qui n'est pas là pour s'occuper de vous, parce qu'elle a un métier militant, qui est le métier de libraire. Et puis votre père qui vous demande d'aller chercher des définitions dans le dictionnaire lorsque vous n'utilisez pas le mot juste. Donc, donc voilà. Et puis après, j'ai compris que tout ça, c'était des preuves d'amour, en fait. Que lorsque mon père me disait la bibliothèque, c'est important parce que la bibliothèque, c'est l'origine des hommes, de tout homme, qu'on soit noir, blanc, avec telle ou telle religion, et l'origine des écrivains, c'est la bibliothèque. Et je comprends que ça, c'est finalement le langage de l'amour, quoi. Et puis, puisqu'on est dans un pays aussi francophone, c'est important, c'est aussi petite d'avoir entendu ces accents, l'accent de mon grand-père yiddish, qui est un accent, quand je l'entends encore aujourd'hui, qui est bouleversant, parce que le yiddish, c'est quand même une langue doublement morte, une langue qui a disparu d'Europe, qui a été éradiquée de l'Europe. Donc avec cet accent-là, en parlant français, et mon père, avec son accent wolof, sérère, donc d'Afrique de l'Ouest, parlaient ensemble. Quand on parle une langue, il y a des harmonies en fait qui arrivent, qui sont différentes selon les accents. Et là, c'est vrai que petite, j'ai baigné dans à la fois la Touraine, qui est censée être la région où on parle le mieux le français, en tout cas le français sans accent, et des accents. Et voilà, d'être baignée dans ces accents, et surtout de comprendre que le français était une langue. J'avais au fond des survivants autour de moi, mais là c'était une langue de la survie, quoi, plus que la vie, ce français. Une langue de l'espoir, de l'humanisme, de l'universalisme, de l'écoute, une langue de la relation, puis une langue
avec plein de... Là, je l'ai appris grâce à mon père, quoi, plein de complexité, de nuances, plein de définitions. Un seul mot peut avoir plein de définitions. Et c'est assez étonnant. Et c'est vrai que, en fait, plus j'avance en âge, plus j'ai l'impression que ma langue maternelle, c'est la langue de mon père, quoi. C'est-à-dire, c'est la langue de son amour pour le français. Voilà. Il fait partie de cette génération qui a connu la décolonisation, de ces hommes qui ont vraiment travaillé voilà, avec la culture. Mon père est latiniste et lorsqu'on a effectivement des leçons de morale de personnes qui vous parlent, qui sont décoloniaux, déjà c'est assez déroutant parce que c'est presque une... comment je pourrais dire ? C'est insultant en fait par rapport aux générations qui ont vécu la décolonisation. Je pense à mon père, mais d'autres que j'ai pu connaître, Manu Dibango qui a joué une place dans ma vie importante. Des gens qui sont nés voilà, dans les années 20, 30 et qui ont connu ça. Et c'est très paradoxal parce qu'en Afrique, on a quand même un respect de nos aînés qui est différent de l'Europe. Et voir des gens qui se brandissent le décolonialisme alors qu'ils n'ont pas connu les indépendances, qui n'ont pas connu ce passage-là, et même par rapport à la lutte aux États-Unis pour les droits civiques, qui n'ont rien connu et qui se font croire qu'ils vivent aujourd'hui en Alabama en 1950, qui ont un rapport au réel un peu distendu. J'avais besoin en tout cas de répondre et surtout de rendre hommage à ma famille et à mes aînés. Voilà, parce que je sais très bien qu'entre Shoah, décolonisation, sans ça, sans cette histoire dramatique, cette grande histoire dramatique, finalement, j'aurais pas pu naître, parce que finalement, mes parents ne se seraient jamais rencontrés aussi. Donc, on est tous, enfin, en tout cas, moi, là, j'ai de manière très prégnante le fait d'être le fruit d'un chaos, le fruit de cette résistance, en tout cas, au crime contre l'humanité. Voilà. Et c'est vrai que moi, dans mes écrits, alors tous mes livres, j'ai l'impression moi, de parler toujours de la même chose, mais de manière différente. Et c'est vrai que j'avais écrit Les grandes et les petites choses, qui était un roman en 2016, pardon. Et c'est un roman qui aujourd'hui est adapté en BD, qui est sorti là il y a 15 jours en BD, à l'attention de nos jeunes à partir de 12-13 ans. Et qui me permet, cet ouvrage, justement, avec les images, d'aller dans les collèges, dans les lycées, pour parler de ce parcours, parce que c'est au fond un peu mon histoire, cette famille où personne ne se ressemble, un papa très noir, animiste, musulman, une maman très blanche, un grand-père rescapé, où les religions se conjuguent, où chacun respecte aussi les croyances. Vous dire aussi qu'en Touraine, c'est quand même mon père qui a voulu que j'ai cette éducation religieuse-là, donc qui a voulu que je sois au Talmud. Donc c'était aussi une preuve d'amour par rapport à ma mère et son histoire. Donc avec mon frère, on est allé, on a fait Talmud Torah. Ce qui ne m'empêche pas, lorsque j'ai besoin de maigrir, de faire Kippour et Ramadan la même année. Je suis pas sûre que pendant le mois du Ramadan, c'est pas plutôt l'inverse. Non, mais si, parce que quand je fais Ramadan, en général, je suis en Gambie et je mange pas trop le soir. Je fais vraiment, ouais. Et puis, alors, peut-être parler de Racé, peut-être parce que ce livre, c'est vrai que moi, j'ai eu besoin. Noir n'est pas mon métier. En fait, donc j'ai sorti Les grandes et les petites choses, ce roman en fait qui place aussi, c'est l'histoire d'une jeune femme en construction avec le sport comme alibi, c'est-à-dire comment le sport, moi, m'a permis de me retrouver au-delà de cette grande histoire. Parce que quand vous êtes, moi je suis petite fille de déportée, donc quand vous êtes dans ces ambiances-là, comment sortir de cette grande histoire pour vous créer votre propre histoire. Et je crois que c'est le fondement même de la laïcité, de l'émancipation. Comment se créer sa propre histoire, comment faire que ces dogmes, ces idéologies, cette liberté de croire ou de ne pas croire, certes, mais en tout cas, comment vous pouvez tenir dans votre histoire la plume pour votre récit.
Donc ça, j'ai commencé par ça. Et puis ensuite, en 2018, et c'est bien qu'on se rend compte parce que ça me permet de rétablir certaines vérités. En 2018, nous avons écrit avec 16 comédiennes « Noir n'est pas mon métier » pour finalement sensibiliser la profession du cinéma sur les rôles qu'on nous proposait. Et c'est vrai que lorsque je passais des castings, c'était toujours et la femme de ménage, et la pute, et est-ce que vous pouvez nous faire des accents, et tout ça. Et c'est difficile parce que normalement, aux États-Unis, on vous dit que le cinéma, c'est bigger than life. C'est plus grand que la vie, c'est magique, etc. Mais moi, les rôles qu'on me propose, c'est moins que ma vie. Donc voilà, donc j'ai écrit avec, donc on était 16 et chacune on avait un témoignage. On était 16 de partout, avec là pour le coup une diversité de personnalités, c'était très intéressant. Et puis j'étais contente que Noir n'est pas mon métier, qui veut bien dire ce que ça veut dire quand on fait de la création et du théâtre, c'est qu'il n'y a pas de couleur, on peut jouer tous les rôles et tout. Donc c'était dans mon témoignage et cette phrase-là a été reprise pour faire partie du titre. Et ça, on est en 2018. Et en fait, on monte les marches de Cannes et je trouve qu'il y a, même si c'est très lent, une avancée dans le cinéma, dans la production, sur les chaînes, il y a une avancée pour cette égalité, c'est-à-dire pas l'égalité, l'égalitarisme, mais par rapport à votre talent, par rapport à ce que vous savez proposer, d'être jugé à la hauteur de votre talent. C'est pas des histoires de quotas ou de trucs comme ça. Et puis ensuite, c'est ce que j'explique dans Racé, on a descendu les marches de Cannes et là j'ai senti que tout s'est tendu en 2019, tout s'est tendu et là on est arrivé vers quelque chose de très radical avec des mots qui sont apparus comme intersectionnalité, comme réunion en non-mixité, comme racisé, des mots comme ça et qui en fait commençaient à empêcher la discussion entre nous, enfin empêcher la discussion entre nous. Et souvent sur Internet, vous entendrez que, comme si j'avais changé de camp. Sauf qu'en fait, la réalité, c'est que des grandes et petites choses, Noir n'est pas mon métier, mon témoignage, ou Racé, je garde, moi c'est ma fibre de universaliste, humaniste, faire progresser nos relations, nos ouvertures, faire progresser nos humanités, la réparation de nos humanités. Mais en revanche, il y a des personnes qui se sont tellement radicalisées, et en fait le mouvement il est plutôt dans ce sens-là. C'est pas que j'ai changé de camp, c'est que je raconte toujours la même chose, et qu'en racontant toujours la même... en rabâchant toujours la même chose, et là on vous dit d'un coup que ce que vous racontez c'est d'extrême droite. Alors c'est assez fabuleux, mais alors après c'est vrai que moi j'ai fait des études de droit, donc droit public, donc droit constitutionnel, droit communautaire, droit européen, droit international, droit humanitaire et droit de l'homme. En fait, ce que je dis, c'est profondément en écho, on a parlé de la laïcité, mais aussi sur notre devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, sachant que la fraternité, c'est le principe le plus difficile à mettre en œuvre, un principe, cette notion qui, entre les droits et les devoirs, et que ce que je raconte, c'est, à mon sens, très très proche de ce que la Constitution, en tout cas de l'esprit de cette loi fondamentale qu'est notre Constitution. Donc si notre Constitution est une Constitution d'extrême droite, c'est quand même ambitieux comme propos, quoi. Ça veut dire que... Non mais, plus sérieusement, c'est le rapport au réel qui est véritablement problématique, spécialement pour les plus jeunes. En revanche, dans Racé, puisque je m'attache à ces mots, donc Racé, pour ceux qui ne connaissent pas, se divise en 3 parties. La partie des mots qui nous séparent, donc qui nous empêchent le dialogue, qui tuent nos sociétés en fait. Notamment ces mots racisés, sous-chiens. Sous-chiens pour dire les Français de souche, les Blancs désignés les uns, pointés les uns contre les autres, divisés, fracturés. Ensuite, il y a les mots qui vont nulle part. Et ça, c'est la grosse problématique, notamment depuis plus de 20 ans, 30 ans. On a des prises de parole politiques qui ne vont nulle part. Et en fait, si je devais réécrire Racé aujourd'hui, parce que quand on écrit des choses, en fait, elles sont jamais achevées, quoi. On voit encore des erreurs.
j'aurais pas procédé comme ça. Je crois que j'aurais fait en première partie les mots qui vont nulle part, ce qu'on a pu entendre depuis des années, et la diversité, je sais pas quoi, les machins. Et en fait, qui a créé une langue molle, avec des principes pas du tout ancrés, pas une ligne forte nous permettant d'avancer dans une vision pour nous réparer, pour mettre en œuvre la fraternité, l'égalité, la laïcité, très droite. Et cette langue molle a provoqué, en tout cas a ouvert la porte à ces mots qui séparent. On a laissé finalement le droit, en ayant cette langue qui ne veut plus rien dire, où les gens ont peur de dire tel mot pour désigner. Au lieu de dire noir et arabe, on dit diversité. Sauf que quand mon père, moi je dis ça, si je dis ça à mon père que noir et arabe c'est diversité, je vais passer l'après-midi à regarder les définitions dans le dictionnaire. Et c'est terrible. Diversité, c'est pas du tout ça. Une diversité, c'est la diversité qu'on a en nous. C'est surtout le fait d'être présent comme ça avec nos individualités, nos singularités ensemble. Et on a fait le lit, hein, c'est vrai, et c'est pour ça que moi, il y a des mots que je ne veux pas employer, parce qu'en plus, je crois en la mystique du langage, où lorsqu'on prononce certains mots, on génère soit des ondes positives, soit des positives de la construction, soit des choses négatives. C'est vrai que si vous vous désignez en vous disant moi, Rachel Kahn, racisée, forcément, ça va créer une distance entre nous qui n'est pas possible dans nos rapports. Ça, c'est pour la fraternité, c'est sûr que de se dire racisé. Et surtout, ça ne fait pas du tout avec cette réalité qui est de faire croire que dès la naissance, vous êtes une victime et que dès la naissance, vous êtes oui, hein, une victime, soit potentielle, mais ou en tout cas que la société vous doit quelque chose. Est-ce que vous pourriez dire que le fait que vos parents ont connu, notamment votre mère, la Shoah, etc., enfin votre grand-père et votre père, la colonisation et toutes ces personnalités, qui ont finalement, est-ce qu'ils n'ont pas, dans toutes ces tragédies, ils ont essayé de prendre le meilleur pour s'élever, comme au niveau aussi sportif pour vous, c'est-à-dire que vous avez dû aller au-delà, aller plus loin, plus d'efforts, ça vous élève, et que finalement on a une jeunesse à l'heure actuelle parce que la victimisation, c'est aussi ça, c'est finalement pleurer sur son sort, ne pas aller de l'avant, etc. Alors que les anciens, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire essayer d'avoir d'espoir, d'aller toujours plus loin, de prendre le meilleur, malgré la tragédie. Est-ce que bah oui, c'est vrai que dans la famille, c'est pas, comme dirait ma mère, mater de l'orosa, quoi. C'est-à-dire que, puis en plus, là, je pense à mon grand-père. C'est vrai que lui, il est resté de juin 42 jusqu'à mai 45, donc c'est-à-dire 3 ans à Auschwitz. Et s'il avait dû chaque jour se considérer comme victime, il ne serait jamais sorti du camp. Après, de manière plus légère, parce que je ne vais pas plomber l'atmosphère, mais quand on se retrouve devant une ligne de 100 mètres, si on commence à se dire qu'on est une victime, on n'aura jamais la victoire, quoi. Après, l'idée, c'est de dire qu'on n'a pas eu la victoire parce qu'on est une victime, et c'est ça ce qui se passe aujourd'hui. Donc en fait, on régresse. Et c'est vrai que sur l'espoir, alors il y a l'espoir de leur vie à mes parents, mais mes parents, en fait, c'est un alibi, parce que c'est pas très intéressant de parler de mes parents. Ce qui est intéressant, c'est dans ce que j'écris, que tout le monde puisse se reconnaître dans ce que j'écris. Parce qu'en fait, on est tous bourreaux, on est tous victimes, on est tous intolérants, on est tous super tolérants. Et c'est de savoir, en fait, que surtout, on est son principal ennemi. Et pas l'autre, et pas pointer du doigt l'autre, etc. Et en tout cas, l'autre n'est pas la cause de tous les maux. Et surtout qu'on a un autre en soi, qui peut être à la fois une découverte merveilleuse pour vous faire avancer, comme quelque chose de désastreux qui vous empêche. Et c'est intéressant parce que vous avez parlé de victimisation. Et en début de votre présentation, vous avez parlé du wokisme. Moi, c'est un mot que je n'utilise plus parce que... déjà parce que c'est un mot anglais et que l'Angleterre a été la colonie de la Gambie. Non, c'est pas vrai. C'est Nana qui change tout. Non. Non, c'est que... non, mais c'est vrai que si nous voulons en tout cas combattre une idéologie coloniale
venant des États-Unis, puisque le wokisme, c'est de la colonisation, notamment mentale, c'est le soft power américain. Si on veut combattre ça, nous n'employons pas un mot anglais de départ. Et pour moi, ce que nous voulons définir par ce mot, et en plus se dire éveillé pour des gens qui sont complètement endormis par rapport au réel, c'est compliqué. Et donc, en réfléchissant, en fait, ce qui se passe, c'est la mise en place de la victimocratie. C'est-à-dire qu'on se situe avant la Révolution française, on se situe avant les révolutions pour l'égalité, pour la liberté, pour la fraternité. Et c'est-à-dire qu'en fonction de votre sang, là, ce n'est pas le sang bleu, mais c'est le sang des racisés, donc des victimes ancestrales. Donc c'est vraiment comme les rois, mais de l'autre manière. C'est en cela que vous avez des privilèges de par soit votre genre, soit votre couleur de peau, soit votre religion. Et je crois que les victimocrates, c'est ça le danger aujourd'hui, mais qu'il faut le resituer dans notre histoire française. Parce que si on dit le wokisme, en fait, on ne comprend pas bien ce que ça veut dire. C'est comment avoir des privilèges en se victimisant et donc en étant une insulte, en insultant au fond les véritables victimes. Ça, il faut toujours le rappeler, qu'il y a des victimes, qu'il y a de l'intolérance qui fait mal, qu'il y a des choses sur l'égalité, des injustices qui sont abjectes et qu'il faut absolument combattre. Mais les gens qui surfent sur la victimocratie avec des victimologues sortis des universités en train de nous faire des thèses, on ne comprend pas du tout le sujet, avec de l'écriture inclusive qui nous met à distance, moi c'est ce mot-là que j'emploie, la victimocratie. Parce que ça c'est un danger et c'est quelque chose contre lequel il va falloir faire une révolution, comme ça s'est passé, avec les privilèges d'avant. Ouais. Ah, comment on va s'en sortir? Et bien comme ça, avec nos rencontres, avec dans la philosophie de la relation. Et alors comment on va s'en sortir? Est-ce que je parle trop? Non. Ah oui. Ok. En fait, c'était l'objet justement de... Je ne voulais pas écrire racé, par exemple, en étant... que à charge sur ça va. Voilà, les politiques nous ont sorti des discours mous et les autres parlent une langue que je ne comprends pas parce que c'est une langue de la violence, une langue qui nous tue. Et bien voilà, j'ai tenté dans la troisième partie de Racé de mettre des choses qui peuvent nous réparer. Enfin, c'est des pistes. Hein. En tout cas, dans la réparation, j'en parlais tout à l'heure, c'est vrai que le doute est important des gens. C'est-à-dire de ne pas savoir si on est éveillé et endormi, déjà avec un peu d'humilité, ça fait du bien. Et puis, moi je mettrais... j'ai choisi certains mots, mais qui me sont propres, hein, c'est-à-dire après c'est à vous de choisir vos mots qui vous boostent. C'est vrai que se rendre compte que nos plus jeunes n'ont pas accès à leur intimité, ça c'est triste, c'est-à-dire remettre l'intimité au centre, avec les réseaux sociaux, avec les boucles WhatsApp, avec tout ce bruit en permanence, ils n'ont plus leur intimité, ils ne savent plus ce qu'ils pensent. Ils sont mis dans des dogmes et on leur dit que c'est comme ça et qu'il faut suivre les modes. Et donc ils n'ont plus de recul. Et surtout, s'ils n'ont pas d'intimité, comment on peut leur apprendre la laïcité? Parce que si on doit leur apprendre la sphère publique séparée de la sphère privée, et qu'ils n'ont pas de sphère privée, ils ne comprennent pas. Ça, et puis autre chose pour aller peut-être un peu plus vite, c'est sur évidemment la culture et la création. C'est-à-dire que là, on a tout un champ qui est, comment dirais-je, qui se sent coupable de quelque chose alors qu'il soutient des projets qui vont à son encontre. C'est-à-dire que la culture aujourd'hui se tire une balle dans le pied. C'est-à-dire qu'on met, on offre à certaines personnes des places pour des mauvaises raisons, parce que ce ne sont pas des artistes, ce sont j'allais dire dictateurs, le mot est un peu fort, mais des gens, en fait, ils endoctrinent quoi, des trucs où, en fait, on n'a pas des idéologues, merci. Des gourous, des personnes qui en plus
sont pas des jeunes, mais qui parlent au nom des jeunes et font croire aux autres qu'ils sont jeunes. Certains leaders des coloniaux, etc., qui ont 45-50 ans et qui disent oui, mais nous les jeunes, oui, mais en fait, tu as 45 ans. Donc, tu vois, donc en fait, tu n'es pas trop et puis voilà, de laisser la place dans le cinéma, tout ce qui fait nos vibrations, tout ce qui fait qu'on a la chance en tant qu'être humain d'avoir cette complexité dans les créations, que ce soit en musique, au théâtre, en danse, ces exigences-là, là, dans l'histoire du dépassement, une œuvre, c'est pas une vidéo 12 secondes. 12 secondes. C'est-à-dire que si on veut réapprendre à être concentré sur le long terme, quand on voit ce qui a pu être fait dans les siècles précédents, simplement en architecture ou dans les compositions, etc. Et en fait, le problème, c'est qu'il y a certains artistes aujourd'hui qui mettent autant de temps à créer, à composer, mais qui ne sont pas pris par des salles de spectacle parce qu'on va vous dire, et là, je ne prêche pas pour ma paroisse, parce qu'on va vous dire, non, parce qu'il faut une femme noire racisée. Donc moi, en fait, j'ai déjà beaucoup de travail, je ne peux pas être partout dans toutes les... Je ne peux pas être dans toutes les réunions et dans tous les spectacles. Donc en fait, non mais vraiment, c'est douloureux parce que ça veut dire qu'on offre au public quelque chose qui n'est pas précieux, alors qu'un bouquin, ça prend du temps, les mots doivent être choisis, c'est pas revendiquer pour revendiquer des choses en n'étant pas porteuse de nos humanités. Ça m'embête vraiment beaucoup. Et puis toujours se rappeler aussi, je pense qu'on peut être fier de nous-mêmes individuellement, c'est-à-dire porter notre nom et notre prénom. Ça veut dire d'avoir notre signature, parce que ces personnes-là, que ce soit d'un côté islamisme ou wokiste, vous considèrent comme un troupeau. C'est-à-dire qu'eux, ils se considèrent... En fait, eux, ils ont un leader, les gourous, là dont on parlait, ils ont un leader, mais le troupeau des racisés ne doit pas penser, enfin doit penser comme le gourou, et puis par ailleurs n'a pas le droit d'avoir son individualité, n'a pas le droit d'avoir son nom et son prénom. Donc ça veut dire que on est dans une logique esclavagiste, puisque que ce soit esclavagiste ou fasciste, de domination, de colonisation, les maîtres à l'époque de l'esclavage ou les autres à l'époque de la Gestapo, voilà, mon grand-père il avait un numéro là, les esclaves n'avaient pas de nom de famille et donc n'avaient pas le droit d'avoir leur propre pensée. Donc c'est très précisément ce que souhaitent ces personnes, que la pensée soit absolument limitée dans une identité réduite où vous n'avez finalement qu'une couleur de peau qui leur est utile, ou une religion qui leur est utile. Moi, je suis trop indépendantiste, non mais trop affranchie. Non mais c'est vrai, c'est insupportable. Moi, on m'a demandé de me taire. Hein, et ce qui est terrible, c'est qu'on vous dit oui, il faut que, par exemple, je schématise, hein, puisque moi, en fait, ce qui les intéressait, c'était que ma couleur de peau. Le reste, il fallait surtout pas que je dise le reste. Donc, et on écrit un livre, justement, donc on se dit, bah, c'est bien, ça fait avancer, ça fait aussi peut-être des modèles pour certains, etc. Et on voit qu'on vous demande de vous taire et on vous insulte avec des... Comment ça? C'est qui c'est des personnes, c'est les indigénistes. Les indigénistes, les racialistes, voilà. Et au niveau de, justement, comme vous êtes actrice, donc vous rencontrez aussi les autres acteurs, les réalisateurs, etc. Est-ce que eux, finalement, est-ce qu'il y a un questionnement ou est-ce qu'ils continuent dans ce délire-là? Non, alors, bon, déjà, mis à part la partie très inféodée, et notamment dans le théâtre, dans la culture publique, et justement, c'est là où on a un problème avec les financements. C'est-à-dire que c'est pas possible que les financements publics soutiennent des œuvres qui tuent la société. C'est-à-dire que c'est par culpabilité très mal placée. Il faut, sur la culture, avoir une ligne, une vision, être dans des recherches qui fassent progresser nos humanités, je le résume comme ça, mais progresser plein de choses, l'exigence, la beauté, l'esthétique, l'humour. L'esthétique, c'est quelque chose qui est en train
d'être perdu aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on nous propose des choses qui sont moches. On aime bien le moche. Oui, c'est agréable. C'est agréable. Bon, ok. Et puis, super. Et si c'est beau, par exemple, ça c'est facho, par contre. Donc Versailles, qu'est-ce que c'est facho? Non. Et puis, bon, les budgets culture. Et après, donc, pour répondre à votre question, le principal problème aujourd'hui, et peut-être pour répondre à votre question conjuguée aussi sur comment faire, il y a un fléau qui est pire que la censure, c'est l'autocensure. C'est l'autocensure. C'est-à-dire ça, c'est terrible lorsque la personne ne parle plus, alors même qu'elle n'en pense pas moins. Et c'était le succès de Racé. Ce qui était terrible, c'est que d'un côté, j'avais le sentiment de devenir folle, parce que d'un côté, je me faisais défoncer, mais avec des menaces de mort. Il y a eu un moment pendant 15 jours où j'ai eu peur, quoi, pour mes enfants. Et de l'autre côté, où il y a un élan de solidarité. Donc en fait, vous savez, vous dites, mais qu'est-ce que... Voilà, enfin... Ouais, qu'est-ce que je fais? Enfin, qu'est-ce que j'ai fait déjà? Et un élan de solidarité inouï. Et je pense que sur les différents champs artistiques et culturels, c'est vrai qu'aujourd'hui, les personnes ont peur. Voilà, et n'osent plus. Et c'est terrible, parce que quand la culture... quand ça arrive à la culture, ça veut dire que pour notre avenir... Et c'est ce que je disais dans Racé, quoi. Dans Racé, c'est que les artistes sont nos législateurs de l'ombre qui prédisent, quand on écoute les compositions des grands, on entendait déjà des guerres qui venaient 10 ans plus tard, etc. Donc on entendait en sous-texte des choses, et donc les artistes sont là pour ça, pour nous justement nous laisser éveiller en questionnement, et pas avec une pauvreté. Et on est en plein débat là sur les retraites, le pouvoir d'achat, etc. Mais la pauvreté intellectuelle, moi en fait j'aimerais bien créer un mouvement sur la pauvreté intellectuelle, parce que là, cette pauvreté intellectuelle, elle est nourrie par les créations qu'on nous propose qui sont vides. On va laisser peut-être... Oui, si vous avez des questions, je ne sais pas s'il y a déjà... En fait, finalement, j'ai parlé, finalement. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Dans votre sens, j'ai vu un film récemment avec un acteur qui s'appelle Jean Dujardin. J'ai oublié le titre. C'était présenter l'action de la police à Paris pendant le Bataclan. Novembre. Juste après. Et il y avait quelque chose de terrible dans ce film. C'était pas dans le film, je me souviens plus si c'était au début ou à la fin, je crois que c'était à la fin. Il était précisé que la jeune femme grâce à qui les gens ont été retrouvés, les terroristes ont été retrouvés, dans le film elle est voilée, et elle a dit, non, moi je suis une républicaine, je ne suis pas voilée. J'aurais pu l'être, mais je ne l'étais pas. Et elle a interpellé le réalisateur, et je reviens à la culture. C'est-à-dire que c'est ancré dans la tête. C'est-à-dire, moi j'ai toujours pensé qu'à ce niveau-là, lorsqu'on fait un film, on brasse des millions, on a des gens qui viennent vous aider, etc. On avait une certaine culture, une certaine connaissance. Eh bien, à force de reconnaître, il l'a reconnu d'ailleurs, le réalisateur, qui avait pensé bien faire. Ah, oui. C'est terrible. C'est terrible. Pour répondre à une demande, c'est pas la demande. Il n'a pas parlé de répondre à une demande, il a dit j'ai pensé bien faire. Donc on est bien dans le côté culturel, on est bien dans le côté de la connaissance. Non, c'est de la manipulation. Ouais. On prend plusieurs questions. Oui, parce que là c'est peut-être plus un constat.